L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Javier Geraldo Milei, président de la République d'Argentine. Je prie le protocole de l'accompagner à la tribune pour qu'il puisse prendre la parole devant l'Assemblée. A las autoridades de las naciones. Autorités des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des États membres, Mesdames et Messieurs les citoyennes, citoyens du monde qui nous suivent avec attention, bonjour. L'année dernière, je me suis exprimé devant cette Assemblée et j'ai présenté la nouvelle orientation de la politique étrangère de l'Argentine. Nous avons affirmé qu'il était impératif de revenir aux idéaux de la liberté, aux principes immortels qui sous-tendent la dignité de la vie, la liberté et la propriété de tous les individus devant la loi. Nous avons parlé de la nécessité que la coopération internationale garantisse tous ces idéaux. Cependant, j'ai également alerté sur le fait que l'ONU avait perdu sa boussole au cours des dernières décennies. Le modèle des Nations Unies couronné de succès qui parlait de la nécessité d'une paix sans victoire et qui se fondait sur la coopération entre les États-nations a été remplacé par un modèle de gouvernement supranational de bureaucrates internationaux qui cherchent à imposer aux citoyens un mode de vie bien précis. Donc nous sommes passés d'une organisation qui souhaitait servir de médiateur pour la paix entre pairs à une organisation qui prétend décider non seulement ce que doit faire chaque État-nation, mais également chaque individu dans toutes les régions du monde. Nous avons foi dans l'objectif original de cette organisation. Nous croyons qu'il existe des problèmes mondiaux qui appellent un dialogue et une coopération internationale pour être réglés. Mais à cette fin, nous devons rejeter ces limitations excessives qui accompagnent souvent les objectifs nobles. Comme nous l'avons dit l'année dernière, nous ne souscrirons jamais à l'encadrement des libertés individuelles, commerciales, ni à la violation des droits naturels des citoyens des États membres. Au cours de l'année et demie écoulée, nous avons voté en conséquence. Je le dis en étant bien conscient que vous êtes nombreux à ne pas partager ma pensée. Mais comme je l'ai toujours dit, il est préférable de formuler une vérité inconfortable qu'un mensonge réconfortant. Et à ce titre, je tiens à vous parler d'un problème spécifique auquel font face tous les pays modernes. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a une contradiction entre le présent et l'avenir, un problème de nature politique, économique, philosophique. Et dans la réponse à ce problème se joue le destin de l'ensemble de l'humanité. Si nous posons le débat en termes de confort et d'inconfort, le monde entier semble être figé dans le confort du présent et oublie les conséquences que cela peut apporter pour l'avenir. Les dirigeants préfèrent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir le statu quo, qui a été hérité même si c'est au détriment des conséquences futures. Ils mettent le feu à l'avenir pour conserver la chaleur du présent. Et donc les États contemporains sont rentrés dans une dynamique très difficile à inverser. La population et les politiques sont incités à répartir la richesse d'aujourd'hui plutôt que de générer de la richesse pour demain. À chaque instant, ceux qui prennent des décisions doivent décider s'ils veulent préserver un héritage qui leur a été confié ou s'ils doivent le détruire. Et ce lègue peut-être une richesse accumulée, une capacité productive, des lois ou tout élément qui est en faveur du bien commun. En général, si ils dilapident leur héritage, s'ils choisissent le confort, ils auront beaucoup d'avantages dans le présent. Mais il y a des coûts à l'avenir qui sont encore supérieurs. Si je n'épargne aujourd'hui, je la perds demain. Mais s'ils préservent cet héritage, ils préservent la croissance et la prospérité pour eux-mêmes et pour les générations futures. Cela signifie qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre avoir du pain aujourd'hui, mais sans avoir faim demain. Il faut pouvoir garantir une augmentation pérenne du bien-être, ce que nous, les économistes, nous appelons la croissance économique. Cette croissance peut parfois être lente. Elle peut être freinée de manière momentanée car le progrès n'est jamais linéaire. Mais c'est justement une cohérence à long terme qui a permis de révolutionner de manière systématique le monde entier et qui a permis à des millions de personnes, des milliards de personnes de sortir de la pauvreté. La différence entre une croissance zéro et une croissance de 2% à long terme, c'est la différence entre la stagnation et la prospérité. Les Argentins
connaissent bien la question, car nous sommes le seul pays de la région qui n'a pas affiché de croissance au cours des 15 dernières années. Sur le plan juridique, la condition de la croissance est le caractère sacré de la propriété, du libre-échange, qui repose sur la coopération libre entre pairs, car sans droit à la propriété, il n'y a pas d'épargne. Sans épargne, il n'y a pas de capacité d'échange, de libre-échange, et sans cela, il n'y a pas d'investissement, et sans investissement, il n'y a pas de croissance possible. Mais les responsables politiques n'ont pas intérêt à respecter ces principes, parce que c'est justement grâce à l'élargissement des prérogatives de l'État au détriment des libertés des citoyens qu'ils gagnent en pouvoir. Et donc pour les responsables politiques, il est toujours rentable de sacrifier l'avenir sur l'autel du présent, car consommer le capital accumulé génère du bien-être momentané, et ce bien-être momentané génère des voix. Mais en échange, les responsables politiques sacrifient un avenir marqué par une croissance, ce qui fait que la richesse accumulée est toujours moindre avec le passage du temps. Et la meilleure manifestation de cela, c'est les pays qui augmentent leurs dépenses publiques, car l'État ne crée pas de la richesse, mais la vole. Et dans ce schéma, les responsables politiques gagnent en pouvoir grâce à deux éléments. Ils se légitiment démocratiquement et obtiennent davantage de ressources pour dépenser. Ça veut dire que les responsables politiques ont une double incitation à se livrer à cette trahison intergénérationnelle. Parce que même si dans l'avenir tout le monde sera perdant, dans le présent, lui plus les responsables politiques plus que quiconque sortent gagnants. Et à ce titre, si un grand homme est celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne bénéficiera pas de leur ombre, celui qui taille les arbres que d'autres ont plantés pour construire son trône est un homme méprisable et misérable. Et c'est là le grand mal, le grand piège dans lequel tous les pays succombent petit à petit. Et quand ce processus se fait jour, la croissance s'essouffle. Et quand la croissance s'essouffle, la demande en redistribution augmente. Et donc les responsables politiques populistes crient avec plus de force, font appel à la jalousie, au ressentiment. Et à la fin de ce processus, ce sont davantage de jeunes au chômage, écrasés par le poids de l'État, dont ils savent qu'il n'est là que pour les exploiter. Malheureusement, les mesures d'expansion fiscale, d'expansion monétaire et d'expansion du pouvoir de l'État sur les individus représentent un schéma qui se répète dans tous les pays, notamment dans les pays qui font partie du monde libre. Mais le problème n'est pas seulement un problème de politique économique. Nous le voyons également lorsqu'on viole l'égalité devant la loi ou lorsqu'on ouvre la porte de manière indiscriminée à l'immigration pour des raisons politiques. Et donc, on transforme cette immigration en invasion. Et les organisations de coopération internationale auquel appartient cette organisation fait également partie de ce problème. Avec le passage des années, cette organisation a acquis des fonctions bien éloignées de l'esprit qui a présidé sa création. Cette organisation a créé une superposition d'organismes, d'agences, de programmes, jusqu'à atteindre une hypertrophie administrative qui est peu efficace lorsqu'il faut régler des problèmes justement qui expliquent la création de ce type d'organisation. Ainsi, on a élargi les responsabilités de l'ONU, on a fait augmenter les contributions des États membres, on a réduit les résultats concrets de cette organisation. C'est un cocktail d'incitations croisées. Et on voit que, contrairement aux responsables nationaux, les organisations internationales ne rendent pas de compte lorsqu'elles échouent à régler un problème. Et cette contradiction entre des grands objectifs et de maigres résultats a généré une érosion du prestige de cette organisation et d'autres. Et sans aller beaucoup plus loin, les mots qui proviennent du programme à l'horizon 2030 montrent bien ce que je viens de décrire. Cela persiste dans la pratique et c'est un cycle de structures qui sont recyclées, de ressources qui se multiplient, d'objectifs qui sont reprogrammés à l'envi. Et c'est pour cette raison que l'Argentine a décidé de se dissocier de ce processus, parce que pour nous, ce programme représente un gaspillage de ressources rares avec des objectifs que nous ne partageons pas, dont le but est de détourner l'attention des véritables difficultés d'un monde qui est au bord de l'essoufflement. Et j'ai le devoir de vous mettre en garde, parce que l'Argentine a connu les conséquences naturelles de ce processus. Nous sommes parvenus à la fin d'une trajectoire qui fait qu'on se coupe de notre avenir. Cela veut dire que nous venons, nous, d'un avenir que vous n'avez pas encore connu. Je tiens à vous dire qu'il est encore temps d'éviter cet avenir, parce qu'aucune société ne peut survivre si on met le feu
à l'avenir pour rester au chaud dans le présent. Et mon pays en a tiré des leçons douloureuses mais précieuses pendant des décennies. Les flux de l'avenir ont été hypothéqués pour répartir le stock du présent. En 2023, nous sommes enfin arrivés à ce long terme après 100 ans d'impéritie. On se passait la facture de main en main jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour la payer. Et cela s'est ajouté à ce que je viens de vous dire également. Et cela a provoqué l'effondrement de notre État. Et suite à cette implosion, au cours de l'année et demie écoulée, nous nous sommes lancés dans la tâche gigantesque d'administrer cette pénurie extrême. Et nous, pour la première fois depuis des décennies, nous faisons ce qu'il faut faire pour que nous ayons un avenir meilleur. C'est la seule formule. Il faut faire l'inverse de ce qui a été fait par le passé. Cela se rentre en opposition avec le reste de la politique, car on nous demande de faire exactement ce qui nous a jetés dans la décadence, hypothéquer notre avenir pour satisfaire les exigences du présent. Ceux qui veulent que nous mettions en œuvre les recettes erronées du passé, celles qui nous ont amenés ici, celles qui s'opposent à nous, ne veulent pas que l'Argentine, ne veulent pas accepter que l'Argentine ait décidé d'emprunter le chemin qui s'impose. La prospérité et le projet de progrès de notre peuple ne peuvent pas attendre. Cependant, nous ne sommes pas les seuls à prendre des décisions difficiles. Le président Trump et d'autres États comprennent également qu'il faut inverser la vapeur pour éviter la catastrophe, une catastrophe mondiale. Cette politique couronnée de succès pour mettre un terme à l'immigration illégale est très claire. Il sait qu'il faut faire des choses qui parfois ne plaisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Dans certains pays, il est déjà trop tard. Et cela va plus loin, car cela permet d'avoir une restructuration sans précédent du commerce international, une tâche titanesque qui concerne le cœur même du système économique mondial, car ce système était en train de détruire le cœur industriel de nos pays avec une crise de la dette sans précédent. Et le président des États-Unis également nettoie les institutions de l'État américain parce que des factions étaient infiltrées, des factions de gauche qui tentaient de lutter contre tout programme de réforme aussi nécessaire qu'il soit. Ce type de défi du président Trump, mais également le nôtre, ont un dénominateur commun pour tous les pays du monde et pour les organisations supranationales. Il faut retrouver notre intérêt dans l'avenir, ne pas succomber à la tentation du présent. Et les grands pays de l'Occident, pendant longtemps, ont également fait tout cela et nous devons retrouver ce chemin. Il faut revenir aux bases, il faut retrouver le sens des priorités et il faut pouvoir faire ce qui est difficile mais juste plutôt que de céder à la facilité et au confort. C'est ce qui a déjà été dit et les organisations internationales intègrent progressivement cette action dans leur écosystème. L'ONU doit être à la tête de ce changement de paradigme et revenir aux fondamentaux qui ont fait que c'est devenu une grande organisation. Et j'aimerais vous livrer 4 principes utiles, en toute humilité. D'abord, le principe de mandat essentiel. La mission centrale de l'ONU, c'est de préserver la paix et la sécurité internationale. Et cela doit être vu comme des éléments complémentaires. La gestion stratégique des ressources de cette institution passe par le respect des priorités, pas d'autres priorités. Deuxième principe, le principe de subsidiarité internationale. L'ONU doit intervenir sur une question uniquement lorsque cette problématique dépasse de manière démontrable les capacités d'action nationale. Dans tous les autres cas, les États doivent avoir l'initiative car ce sont les États qui disposent de légitimité démocratique et qui rendent des comptes à leur population. Ensuite, il y a le principe d'efficacité institutionnelle. L'Argentine a lancé un processus d'optimisation de l'État en éliminant les structures qui se chevauchaient, en rendant des ressources aux contribuables et l'ONU doit emprunter le même chemin. Cela veut dire qu'il faut procéder à des audits fiables, il faut fermer les programmes inefficaces, il faut consolider les agences uniques et il faut qu'il y ait un financement conditionné aux résultats vérifiables. Quatrième principe, simplification et rationalisation normative. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit. Elle repose sur des sociétés prospères. La coopération internationale ne saurait se transformer en obstacle
à la croissance économique et à la création d'opportunités. Et donc, nous devons soutenir uniquement les initiatives qui ne limitent pas la capacité des États à débloquer les forces productives, à attirer des investissements et à promouvoir le commerce qui représente les voies les plus efficaces pour réduire la pauvreté. Nous pensons que ces 4 principes sont très utiles pour refonder cette organisation, pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et apporter des résultats concrets. Enfin, j'aimerais rappeler 4 grandes questions sensibles et d'une importance capitale pour la République argentine. Tout d'abord, nous réaffirmons notre revendication claire et légitime de la souveraineté des îles Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants qui restent occupés illégalement. Malgré le passage de 80 ans depuis la création de cette organisation, il y a des situations coloniales qui ne sont toujours pas réglées. Et donc nous invitons le Royaume-Uni à reprendre les négociations bilatérales conformément à la résolution 2065 de l'Assemblée générale qui s'ajoute à toutes les résolutions ultérieures y afférentes. Deuxième point, j'aimerais condamner fermement les expressions de violence fondamentalistes qui existent et qui se propagent de par le monde. En Argentine, nous avons connu cette horreur avec les attentats dans l'ambassade d'Israël et à Lamia en 1992 et 1994 respectivement. C'est pourquoi nous exhortons la communauté internationale à renforcer la coopération juridique pour garantir que les fiches rouges d'Interpol soient respectées et que les auteurs de ces atrocités puissent être traduits en justice afin de guérir et refermer cette plaie douloureuse dans l'histoire de notre pays. Troisième point, nous assistons à une escalade inadmissible de la violence politique de la part de la gauche au niveau mondial, violence que nous connaissons bien en Argentine. Il est inadmissible de recourir à la force lorsqu'on ne peut pas utiliser sans motif. C'est pourquoi nous rejetons énergiquement toutes les procédures qui violent les normes basiques de la coexistence démocratique. Quatrième point, et en guise de conclusion, la situation du citoyen argentin Nahuel Gallo, qui est détenu, séquestré de manière arbitraire au Venezuela sans accusation, sans aide juridique ni consulaire, doit cesser. Il s'agit d'une disparition forcée. Nous exigeons que le gouvernement du Venezuela le libère de manière immédiate. Nous lançons un appel à la communauté internationale, nous accompagner dans cette exigence légitime en défense des principes les plus fondamentaux du droit international et de la dignité humaine. Enfin, nous réaffirmons notre exigence. Les 2 otages argentins qui restent détenus à Gaza doivent être libérés. Que Dieu bénisse le monde libre et que les forces du ciel nous accompagnent. Merci. Merci infiniment au nom de l'Assemblée générale à son Excellence le Président de la République argentine.